Il y a son livre bien sûr sur Darwin qui est daté de l'année dernière. Et son livre 7 sur minutes alors. Et combien de minutes? 7 minutes. Et oui, c'est vrai, oui, malheureusement, mais ça fait 3 minutes 50 par contre. Voilà. Bah, merci de m'avoir invité. Bon, sans transition, parce qu'évidemment, bon, les sujets sont très, très divers, mais ce qui peut... On m'entend bien, là, ça va? Ce qui peut rassembler peut-être les interventions d'aujourd'hui sous l'égide ou en hommage notamment à Domenico Lo Sordo, puisque c'est comme ça qu'on a bien annoncé l'intervention. Moi je me souviens avoir non pas discuté tout de suite avec Domenico Lo Sordo, mais je l'ai rencontré à la fête de l'UMA il y a bien des années. Il m'avait dédicacé un livre aux éditions Delca d'ailleurs, que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Fuir l'histoire, et qui était tellement renversant que je me rappelle encore, et je continue à le conseiller à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose de... Je pense que Lo Sordo est l'un des plus grands penseurs de la période du reflux révolutionnaire post-soviétique, et qui a beaucoup parlé de ce qu'on appelle l'autophobie communiste, c'est-à-dire un réflexe de plus en plus profond aujourd'hui du mouvement communiste, notamment français, mais pas seulement, à se détourner de son héritage, et en particulier non seulement politique, mais y compris même théorique. Et après quoi, évidemment, non seulement Lo Sordo qui est philosophe, mais toute une série d'intellectuels sont invités après lui à modestement reprendre le travail de recherche et de réappropriation, parce que c'est aussi ça la question, c'est de réappropriation de notre héritage commun, y compris évidemment sur la période soviétique, et trouver les liens avec ce qui peut être efficace ou efficient aujourd'hui d'un point de vue politique, notamment avec Cuba. Je vais m'expliquer parce que moi je suis biologiste, et évidemment dans ce contexte-là, je me suis intéressé en particulier aux grandes polémiques, comme c'était annoncé, grandes polémiques qui ont eu lieu en termes de biologie au niveau de l'Union soviétique, et qui ont été grosso modo assez mal posées, puisqu'elles tournent autour d'une polémique ou d'une légende noire qui s'appelle celle de Lysenko, et qui fait l'impasse sur toute une recherche en biologie qui était très intéressante. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie, mais je voudrais simplement résumer les choses sous cette forme. La période où on a vraiment incriminé la science biologique soviétique, ou agronomique même soviétique, c'était les années 60-70, c'est-à-dire la grande période aujourd'hui, enfin la grande période d'agriculture où on faisait l'apologie de la chimie, de l'agrochimie en Occident, c'est-à-dire l'agriculture intensive, et on se moquait des soviétiques à l'époque en disant qu'ils ne suivaient pas, qu'ils ne produisaient pas suffisamment parce qu'ils n'avaient pas assez adhéré à cette idée de chimie et de pesticides, etc. C'était la grande période. Et effectivement, ce retard a été rattrapé très rapidement à l'époque de Khrouchtchev ensuite, où l'Union soviétique s'est alignée sur un modèle agricole qui était celui des États-Unis, et où ils ont fait aussi bien, voire pire, comme on dit, sur le plan de la dévastation de l'environnement, et en particulier des sols, puisque c'est les sols qui sont stratégiquement la ressource la plus importante quand on parle d'agriculture, et quand on pose la question de comment on nourrit tout simplement le peuple. Donc moi j'ai découvert ça sous l'œil du biologiste, c'est-à-dire avec beaucoup de choses qui m'ont paru renversantes quand j'ai fait cette distinction entre ce que le mouvement communiste actuel revendique comme étant son héritage, mais qui est en réalité une agronomie post-khrouchtchevienne, et qui donc est accusée par le mouvement écologique comme étant productiviste, à raison sans doute, et ils font la fusion avec tout ce qui avait précédé, et qui n'était pas fondamentalement, qui ne posait pas les questions sous les mêmes termes, puisque l'agriculture, à l'époque, on n'utilisait pas les pesticides, était bien une agriculture extensive, mais sur des bases agronomiques et scientifiques qui répondent grosso modo à ce qu'on parle aujourd'hui en termes de permaculture, d'agriculture biologique, enfin, tout le vocabulaire qu'on utilise dans le mouvement écologiste, qui lui est profondément anti-marxiste, on le sait. Donc je dirais l'enjeu très important dans cette question, du point de vue marxiste, je dirais, c'est d'aller voir les périodes
qui ont été, disons, qui ont été oblitérés, qui ont été très oubliés, disons, du temps, dans l'immédiat après-guerre, avec au moins un exemple que je voudrais citer, parce que sans avoir trop le temps, un exemple que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Grand Plan de transformation de la nature, en 1948, qui était le plus grand plan d'agroforesterie de l'histoire. On n'a pas encore fait plus grand aujourd'hui. Et ce plan était un plan où on plantait, on reforestait une grande partie du sud de l'Union soviétique pour augmenter la production, mais sur un modèle qui était totalement différent du modèle américain et européen de l'époque. Bon, donc ça, je ne développe pas si vous voulez, mais vous verrez peut-être plus précisément dans le livre quels sont les éléments un peu renversants qu'on peut trouver à ce sujet. Mais pour dépasser un peu cette polémique, puisque évidemment Lysenko était un des acteurs de ce grand plan, et grosso modo de l'agronomie pré-khrouchtchevienne soviétique. Il n'était pas le seul. Il faut savoir qu'en URSS, il y avait beaucoup d'agronomes, notamment un agronome qui s'appelait Williams, qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, et qui est l'un des premiers pédologues, c'est-à-dire un scientifique des sols. Il faut savoir qu'en URSS, on s'est beaucoup penché sur cette question de comment restaurer la fertilité des sols, parce que l'URSS, contrairement à l'Europe par exemple, est un territoire extrêmement grand, mais qui a comme problématique de fertiliser une très grande surface qui n'est pas cultivable. Donc on posait la question d'agriculture extensive et non pas intensive, et dans cette perspective, évidemment, on s'intéressait à la vie des sols, à leur classification, à leur évolution, et évidemment à leur respect, c'est-à-dire qu'on a tout de suite vu, d'un point de vue biologique, que c'était, et c'est ce que disent les permaculteurs aujourd'hui, très simplement, c'est bien la vie du sol, les animaux, les champignons, les bactéries qui vivent dans le sol, qui sont à la source de leur fertilité, et donc de l'augmentation de la production agricole. Eh bien, sur ce modèle-là, disons, on a entièrement fait l'impasse, y compris en URSS. Aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture soviétique, on pense que tous les sols ont été pollués depuis octobre 17. C'est pas du tout vrai. On a vraiment... J'ai été un peu long. Ouais, je voudrais... Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, désolé. Hein. Mais sur un aspect quand même très important, qui me paraît encore plus important aujourd'hui, il y a évidemment un oubli et une réappropriation importante de l'histoire soviétique, y compris du point de vue de ce qu'on nous reproche. On nous reproche d'être productiviste. Aujourd'hui, l'avant-garde de ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est l'application réelle de ce qu'on fait semblant d'appeler bio en Europe et dans les pays occidentaux, et qui est en fait un pays que vous connaissez, qui est Cuba. Cuba pratique depuis les années 90 un modèle qui répond sur une autre échelle et avec d'autres problématiques aux mêmes enjeux que ceux de l'Union soviétique d'après-guerre, c'est-à-dire nourrir la population dans un contexte, je dirais, d'encerclement, voilà, d'encerclement capitaliste, et où le sol devient une richesse nationale stratégique, c'est-à-dire qu'il faut la protéger non pas seulement parce que c'est la nature, mais aussi parce que c'est une ressource dont il faut préserver le caractère durable, parce qu'on ne sait pas combien de temps cet encerclement va durer. Donc c'est très important de comprendre que du point de vue agricole, on a toujours l'impression, on présente quelquefois Cuba comme une avant-garde de l'agroécologique, mais par hasard, c'est-à-dire oui, ils sont obligés d'arrêter les pesticides parce que de toute façon, ils ne peuvent plus en acheter, donc ils font comme ils peuvent. En réalité, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Ils seraient tout à fait en capacité d'acheter des pesticides aujourd'hui à la Chine ou à d'autres pays d'Amérique latine, et ne le font pas parce qu'ils se sont rendus compte que en pratiquant une agroécologie, je dirais, populaire et révolutionnaire, on arrive à nourrir le peuple bien mieux qu'avec l'agriculture intensive et exportatrice d'avant les années 90, qui était elle-même calquée sur le modèle soviétique post-khrouchtchevien, donc intensif. Ils se sont réinterrogés là-dessus et on se rend compte aujourd'hui, et c'est très intéressant politiquement, que souveraineté alimentaire, souveraineté nationale et sécurité, et anti-impérialisme sont des questions tout à fait liées,
et même stratégiquement très importante. Et c'est la raison pour laquelle tous les écolos qui vont visiter Cuba font l'impasse là-dessus et ne parlent jamais de politique, mais juste de petites expériences ponctuelles, comme s'il ne s'agissait pas d'une politique volontariste de la part de l'État. C'est le seul pays où on a interdit les pesticides à l'échelle nationale, c'est quand même important. Et c'est donc le seul où on n'a pas des petites unités où on ferait du bio comme en France, alors qu'on est dans un océan de pesticides où finalement dans les sols, de toute façon, il y en a toujours un petit peu. Donc même du point de vue écolo, c'est important de savoir que c'est une volonté politique et révolutionnaire qui peut accomplir tous les rêves que n'ont jamais accomplis les militants écologistes les plus sincères aujourd'hui. Voilà.